À première vue, l'hypothèse peut sembler presque comique. Certains analystes affirment très sérieusement que Pékin préparait des plateformes flottantes pour se précipiter vers Taïwan. Présentée ainsi, l'idée ressemble à une nouvelle prophétie alarmiste de plus dans la longue liste des scénarios catastrophes. Pourtant, derrière cette image presque absurde se cache une réalité bien plus logique et surtout beaucoup plus méthodique. La Chine ne fabrique pas des radeaux improvisés sortis de nulle part. Elle met en place une gigantesque flotte de navires civils, ferries, cargos et transports maritimes, conçus dès leur conception pour pouvoir être convertis rapidement en instruments militaires si une guerre devait éclater. Rien n'est laissé au hasard dans cette approche. Il s'agit d'une stratégie nationale parfaitement cohérente et pensée à long terme. Et la raison est simple. Pékin possède toujours ce que Washington a progressivement laissé disparaître, une puissance industrielle massive. Dans le domaine de la construction navale, la capacité chinoise dépasse celle des États-Unis d'un facteur proche de 200. Les mêmes chantiers peuvent assembler aujourd'hui des navires marchands destinés au commerce mondial et produire demain des bâtiments militaires. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, la situation paraît beaucoup moins solide. Les États-Unis semblent avoir atteint un point de tension critique. Même le complexe militaro-industriel, pourtant habitué au budget gigantesque, reconnaît de plus en plus que reconstruire une grande base industrielle nationale paraît extrêmement difficile. Au Pentagone, certains responsables discutent désormais sérieusement d'une idée qui aurait semblé impensable autrefois. Confier la modernisation et la remise à niveau d'une partie de la flotte américaine à des chantiers navals étrangers, notamment en Corée du Sud ou au Japon. La justification avancée est d'une simplicité brutale. Ces alliés travaillent plus rapidement et à moindre coût. Face à cette situation, la réaction de certains experts américains laisse perplexe. Un article récent publié sur War on the Rocks propose même une solution qui frôle la satire involontaire. Pousser encore plus loin la délocalisation de la construction navale commerciale vers la Corée du Sud et le Japon. L'argument avancé est strictement comptable. Selon cette logique, les chantiers navals américains seraient devenus si rares et si précieux qu'il serait presque irresponsable de les utiliser pour fabriquer de simples navires civils. Leur logique est la suivante. Réservons le peu de capacité qu'il nous reste exclusivement au Pentagone pour la grande montée en puissance militaire face à la Chine. Une vision que beaucoup qualifient de grotesque. Car si la Chine dispose aujourd'hui d'une capacité de construction navale écrasante, c'est précisément parce qu'elle construit tout. Elle construit les navires commerciaux qui dominent le commerce mondial et les navires militaires qui projettent sa puissance. L'un nourrit l'autre. C'est en accumulant les commandes civiles que les chantiers chinois ont formé leurs ouvriers, gagné en productivité et atteint une échelle industrielle massive. C'est cette échelle qui leur permet ensuite de produire des navires de guerre à bas coût. Les États-Unis, eux, semblent avoir oublié leur propre histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique était le premier chantier naval de la planète. C'est sa force industrielle brute qui a écrasé l'Empire du Japon en produisant des flottes entières à une vitesse que personne ne pouvait suivre. Mais dans les années 70, une autre logique s'est imposée, celle de Wall Street. Les financiers ont fait leurs calculs. Pourquoi construire sur le sol américain quand on peut délocaliser en Corée du Sud et au Japon? La main-d'œuvre y était moins chère, les marges plus prévisibles. Le résultat fut immédiat. Toute la construction navale commerciale a quitté les États-Unis pour l'Asie. Qu'est-il resté sur place? Quelques chantiers navals protégés, vivant sous perfusion de contrats garantis avec le Pentagone. Sécurisés par l'argent public, sans jamais affronter la concurrence mondiale, ils n'avaient aucune incitation à innover, à gagner en efficacité. C'est la double peine. D'un côté, la production civile et les compétences vitales sont parties à l'étranger. De l'autre, les chantiers restants se sont sclérosés, endormis dans une routine confortable, loin de la pression du marché réel. 40 ans plus tard, le diagnostic est sans appel. La génération d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés qui savaient construire des navires est partie à la retraite. Le savoir-faire industriel s'est évaporé. Il n'y a plus de relève, car ces emplois ont tout simplement disparu du territoire. Et pourtant, au moment même où Washington prétend vouloir rattraper la Chine, des stratèges proposent l'impensable. Externaliser encore davantage vers la Corée et le Japon pour préserver les rares chantiers américains au seul contrat militaire.
C'est une politique jugée par de nombreux observateurs comme stratégiquement incohérente. Mais cette incohérence n'est que le symptôme d'un mal plus profond. La prise de contrôle de l'appareil d'État par ce que l'on peut appeler l'hyperclasse financière et technologique, la Silicon Valley et Wall Street. Ces élites ont pris le contrôle de la Maison-Blanche et dictent désormais la stratégie nationale. Leur vision du monde tient en un seul dogme. Nous n'avons pas besoin de fabriquer. Nous serons le cerveau, les autres seront les mains. Selon cette doctrine, l'Amérique conçoit, le reste du monde construit. Washington se réserve la finance, le design et l'abstraction. La production réelle, physique, est dédaigneusement expédiée ailleurs. La Chine, à l'inverse, a fait le choix diamétralement opposé. Tout faire. Dans la construction navale comme dans le reste, Pékin a élaboré une politique industrielle assumée et pilotée par l'État. Navires civils, navires militaires, acier, composants, tout est intégré dans une vision d'ensemble. Il faut rappeler qu'il y a 20 ans à peine, la Chine était encore derrière la Corée et le Japon dans ce secteur. Elle les a dépassés en utilisant un levier que les États-Unis, par pure idéologie, refusent désormais d'assumer, l'intervention stratégique de l'État dans l'économie. La construction navale est un secteur notoirement cyclique. Les prix du transport montent, les armateurs se ruent sur les commandes, les chantiers tournent à plein régime. Puis la capacité mondiale explose, les tarifs plongent et les carnets de commandes se vident. En Chine, quand la vague retombe, l'État stratège intervient. Le message envoyé au chantier naval est simple. Ne licenciez personne. Pendant la baisse du cycle civil, vous allez produire pour la marine chinoise. Vous allez construire des frégates, des destroyers, des navires logistiques. Nous devons rattraper la marine américaine. Lorsque le cycle repart et que les commandes commerciales reviennent, les mêmes chantiers repassent aux navires civils. La main-d'œuvre est restée en poste, les savoir-faire sont intacts, les chaînes d'approvisionnement ne se sont pas effondrées. Le résultat est implacable. À chaque cycle, la Chine ressort plus forte, à la fois sur le plan civil et militaire. C'est exactement le type de coordination État-industrie que les États-Unis, par pure idéologie, refusent d'envisager. Cette logique est parfaitement résumée par la célèbre formule « Un capitaliste vendra jusqu'à la corde avec laquelle on le pendra ». Certains secteurs devraient être considérés comme vitaux, non négociables, même s'ils coûtent plus cher à court terme. Le réseau électrique, l'énergie, les transports, l'appareil militaire. L'idée que l'on puisse externaliser sa survie au nom de quelques économies budgétaires est délirante. L'analogie est simple. Si vous devez subir une chirurgie lourde pour un cancer, allez-vous choisir le chirurgien qui facture 10 $ ou celui qui en demande 500, mais qui a les compétences pour vous sauver? On ne joue pas avec sa propre survie pour économiser quelques billets. Sauf que cet argument part d'un présupposé, celui selon lequel les élites américaines se soucieraient encore de la santé de leur propre pays. En réalité, ces élites ne se considèrent plus comme appartenant à la même communauté que l'Américain moyen. Pendant longtemps, l'Empire a traité le reste du monde comme une batterie humaine. Désormais, les classes dirigeantes regardent les Américains eux-mêmes comme des péons du tiers-monde interchangeables dont la seule fonction est de fournir de la richesse à extraire. C'est là que réside le cœur du problème. Le gouvernement américain est incapable de mener une vraie politique industrielle, car il n'a pas été conçu pour cela. L'appareil d'État américain a été façonné et verrouillé pour remplir une autre fonction: aspirer l'argent de la base des contribuables et l'acheminer vers le fameux top 1%. Dans cette mission, il est extrêmement efficace. En revanche, pour planifier l'industrie, stabiliser les cycles ou reconstruire des capacités productives, il est structurellement inadapté. À l'inverse, le gouvernement chinois, lui, a été précisément conçu pour faire de la politique industrielle. Et il le fait très bien. Chacun des deux États remplit la mission pour laquelle il a été façonné. Cette évolution porte un nom: la latin-américanisation des États-Unis. Une petite oligarchie concentre le pouvoir et les richesses au-dessus d'une masse de citoyens qu'elle méprise et abandonne. On assiste à un retour au niveau d'inégalité des années 1920, l'époque des robber barons, ces barons pilleurs de la première ère industrielle. La seule raison pour laquelle les élites américaines ont accepté de partager le gâteau après le New Deal de Roosevelt, c'était la guerre froide. Il fallait à tout prix convaincre les travailleurs que le capitalisme occidental était supérieur au communisme soviétique. On leur a donc concédé une part de la prospérité pour acheter la paix sociale.
Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, cette contrainte a disparu. L'élite n'a plus aucune raison, à ses propres yeux, de partager quoi que ce soit. Elle veut désormais tout le gâteau pour elle seule. C'est la cause directe de cette fuite en avant vers des inégalités sans frein et de cette obsession pour l'automatisation et l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle n'est pas un simple outil technologique neutre, c'est un projet politique. Dans l'esprit de cette élite, l'objectif est clair, disposer de systèmes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congé maladie, sans salaire et sans revendication. Une fois que des intelligences artificielles et des robots feront tourner les centres d'appel, les bureaux, la logistique ou la conduite de camions, les péons humains deviendront superflus. Ils pourront rester chez eux. L'économie continuera de fonctionner pour servir une infime caste de maîtres. Cet état d'esprit convoque l'imaginaire de la science-fiction. On pense à Upload, cette série où les élites accèdent à un paradis numérique pendant que le reste de la population survit dans la dureté du réel. On pense à Elysium, où les riches vivent sur une station spatiale luxueuse, loin d'une terre dévastée. Ce ne sont pas de simples fictions, ce sont les projections mentales des manias de la Silicon Valley sur la manière dont ils envisagent l'avenir de l'humanité. La trajectoire est limpide. De nombreux emplois de service peuvent déjà être effectués à distance ou par des algorithmes. Si une intelligence artificielle, une secrétaire robotisée, est capable de répondre, de comprendre le langage naturel, de router les appels et de gérer des dossiers, pourquoi garder des centaines de secrétaires humaines? Même logique pour les comptables, les employés de bureau, les petites mains administratives, et ce n'est que le début. Il en va de même pour les chauffeurs, routiers, taxis, VTC. Le jour où des véhicules autonomes iront chercher les clients, les déposeront puis iront d'eux-mêmes à la borne de recharge, une immense quantité d'emplois disparaîtra. Si l'on donne 20 ou 30 ans à cette dynamique, beaucoup découvriront trop tard que c'était bien le plan depuis le départ. C'est dans ce contexte d'automatisation de masse qu'émerge un discours infiniment plus inquiétant. Un extrait récent montre un certain Pete Hegseth, secrétaire à la guerre, parlant depuis le Pentagone. Hegseth explique que si une guerre éclate avec la Chine, les premières cibles seront les usines japonaises qui entretiennent les navires de Washington. Ces capacités, dit-il, sont trop stratégiques. Elles doivent être rapatriées d'urgence sur le sol américain. Mais le passage qui choque le plus, c'est le ton. Selon Hegseth, le Pentagone est en train de se mettre en posture de guerre. On ne construit plus pour le temps de paix, martèle-t-il, mais pour la victoire. Il parle d'une base industrielle mise sur un pied de guerre et conclut par une formule qui a fait le tour des réseaux sociaux. We are building for victory, should our adversaries FAFO. FAFO. L'acronyme de Fuck Around and Find Out. Une expression vulgaire que l'on pourrait traduire par « qu'ils viennent nous chercher et ils verront ce qu'il leur en coûte ». Le diagnostic est clair. Entendre un haut responsable de l'État utiliser ce genre de mème Internet, incluant le mot « fuck » dans un discours officiel, est le signe d'une dégradation avancée. On sait qu'un empire est en déclin quand ses dirigeants se mettent à parler sans filtre. D'autant que le président actuel est un ancien animateur de télé-réalité passé par le catch, la WWE. Pete Hegseth, lui aussi, vient de la télévision. Le spectacle a remplacé l'institution. On pense alors au film Idiocracy, ce film satirique où l'humanité dégénère au point d'être gouvernée par des imbéciles dans un monde en ruine. À l'époque de sa sortie, c'était une comédie. Aujourd'hui, beaucoup y voient un documentaire d'anticipation. Ce qui paraissait être une caricature extrême ressemble de plus en plus au réel. Le message de Hegseth est limpide. Le Pentagone se prépare à la guerre. Il n'achète plus des armes comme une simple ligne budgétaire, mais comme des outils de survie pour un conflit majeur. La question qui se pose alors est simple, presque naïve. Une guerre contre qui exactement? Dans un monde saturé d'armes nucléaires, toute guerre entre grandes puissances signifie la fin du monde. Et pourtant, Hegseth ose la comparaison avec 1939. L'analogie est moquée par certains. Qu'est-ce que vous comptez faire? Envahir la Pologne? La référence est claire. 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Entendre un secrétaire à la guerre américain se placer à la veille d'un nouveau 1939 tout en utilisant l'argot « FAFO » est à la fois grotesque et terrifiant. On se souvient que Donald Trump avait juré de sortir des guerres éternelles.
Mais la guerre perpétuelle est une machine qui ne s'arrête jamais. C'est ce qu'expliquait le professeur Jeffrey Sachs. Peu importe le président, ce sont les hommes en costume qui l'entourent qui définissent la politique réelle. Cette idée est parfaitement illustrée par une anecdote racontée par Vladimir Poutine. Au début des années 2000, Poutine aurait demandé à Bill Clinton si la Russie pourrait un jour rejoindre l'OTAN. Selon Poutine, Clinton aurait d'abord répondu que c'était une idée intéressante avant de promettre de consulter son entourage. Le soir même, il est revenu vers lui. La réponse fut « J'ai parlé avec mes gens. Ils ont dit non ». Cette scène est la clé de tout. Qui sont ces gens que le président des États-Unis doit consulter? Qui décide vraiment de la politique américaine? La réponse décrit ce que l'on nomme communément l'État profond. Un bloc de pouvoir autonome, un entrelac d'intérêts unissant le Pentagone, les industriels de l'armement, les agences de renseignement, des membres influents du Congrès, mais aussi le monde universitaire et les think tanks. Ce bloc doit être nourri en permanence. Pour vivre, il a besoin d'une succession ininterrompue de conflits ou, au minimum, de préparatifs de guerre. On passe ainsi de l'Afghanistan à l'Irak, de l'Irak à la Libye. Peu importe la justification, tant qu'il y a des budgets à justifier, des armes à produire et des contrats à signer. Comme le rappelait Julian Assange, le but de la guerre d'Afghanistan n'était pas de gagner. L'objectif réel était de déplacer des sommes colossales de l'assiette fiscale des contribuables d'Amérique et d'Europe vers les poches d'une élite transnationale de la sécurité. C'est précisément pour avoir mis ce mécanisme à nu qu'Assange a été traqué, arrêté et neutralisé. Il a dit tout haut ce que ce système ne voulait pas voir formulé en clair. La guerre est devenue un business autonome. Un business qui n'a plus besoin de victoire, seulement de flux financiers constants. Le tableau final de cette analyse reste donc suspendu. Dressons le portrait d'un monde scindé. D'un côté, une Chine qui construit et qui planifie. De l'autre, une Amérique qui se désindustrialise tout en préparant son opinion à une guerre permanente. Et au-dessus des deux, une élite déconnectée qui parie sur l'intelligence artificielle et la militarisation pour verrouiller un système de plus en plus inégalitaire.